Combien de dessins animés avec un narrateur aux cheveux gris connaissez-vous? Il est rare que le cinéma, l'animation plus particulièrement vue comme destinée aux enfants, s'intéresse à ce qui nous attend pourtant tous. Vieillir. Là-haut est une œuvre sensible et singulière qui, grâce à des symboles forts, nous montre la beauté et les tourments de cet âge de la vie, où le temps devient un ennemi. Après 11 minutes, consacrées à l'histoire du couple de Carl et d'Ellie, déjà analysée sur cette chaîne, nous retrouvons un narrateur seul. Avec la mort de son épouse, le monde alentour a perdu tout attrait, les scènes ont perdu leur couleur. Elles ne ressurgiront que lors de la scène d'envolée de sa maison. Tout le mobilier de la maison de Carl rappelle l'absence d'Ellie, sa place dans le lit, sur la table du petit déjeuner. Son monde s'est ralenti, chaque geste est devenu pénible comme le montre la descente des escaliers, qui montre aussi la lente descente aux enfers du narrateur. Carl a cédé au désespoir et se laisse dépérir devant la télé, il ferme ses rideaux au monde, un extérieur qu'il ne comprend plus. Le film nous montre sa maison au milieu d'un gigantesque chantier, symbole d'un environnement qui a évolué, chamboulé, dans lequel nos héros ne se reconnaît plus. Les formes qui l'entourent sont miroirs de cet état d'esprit. Lors de son réveil, on peut observer que tous les objets de son côté de la chambre sont rectangulaires et arrondis du côté d'Ellie. Quand il descend l'escalier, tous les cadres sont carrés, sauf ceux qui représentent son épouse défunte. C'est aussi le cas des fauteuils. Carl a lui-même perdu la rondeur de son visage d'enfant, ses lunettes d'explorateur. Il est carré, enfermé dans un environnement carré. Le monde extérieur le forcera cependant à quitter cette routine mortifère. Pour échapper à une retraite forcée et à une destruction de sa chère maison, Carl met au point un système d'envol avec des ballons. Dans une scène devenue culte, une nuée de couleurs s'élève au-dessus du toit de sa maison, qui s'envole. Elle plane au-dessus d'une ville déserte, de campagnes verdoyantes, et s'élève jusqu'au ciel, comme si Carl partait rejoindre Ellie. La maison et ses ballons colorés constituent une métaphore magnifique de l'amour si particulier que l'on peut avoir pour un lieu où l'on a été tant heureux. Un ballon pour chaque souvenir joyeux, un ballon pour chaque moment partagé, un ballon pour chaque joie, chaque peine, chaque sourire, chaque larme. Une nuée de ballons qui constitue pour Carl le lien qui demeure entre cette maison et celle qui a vécu avec lui. Ellie vit encore à travers ses murs, ses meubles, ses photographies. Perdre sa maison reviendrait entamer un deuxième deuil. Dans ce voyage, Carl n'est cependant plus seul. Il emporte malencontreusement avec lui un petit garçon qui s'apprête à tout bouleverser. Russell. L'interprétation du film voit en lui l'ange gardien de Carl qui doit l'accompagner dans sa traversée du purgatoire jusqu'à ce qu'il puisse accéder au paradis. Grâce à lui, Carl apprend à accepter le fait de ne pas avoir eu d'enfant, à réaliser que son idole d'enfance n'était pas ce qu'il croyait, et plus simplement à faire la paix avec sa vie pour mourir en paix. Une interprétation intéressante, mais Russell évoque bien d'autres symboliques. Son design semble rappeler Carl plus petit avec son visage rond, ses yeux brillants d'espoir. Cependant, il fait plus directement référence à Ellie. Comme elle, il est enthousiaste, intarissable, rêveur. Il utilise les mêmes expressions qu'elle. Il a des dizaines de badges qui font écho à celui qu'Ellie a offert enfant à Carl. Sa simple présence est pour le narrateur un douloureux rappel de l'absence de celle qu'il a tant aimée. Ce parallèle est confirmé par un détail de mise en scène lorsque Carl pose la bandoulière de Russell sur le fauteuil d'Ellie. L'enfant est aussi un rappel du fils que Carl n'a jamais eu, celui à qui il aurait aimé apprendre tant de choses, transmettre tant de rêves. Or, si Carl n'a pu aimer d'enfant, Russell n'a pu, lui, aimer de parents. Il confiera à Carl ne pas avoir de figure paternelle, et l'on peut même se demander s'il n'a pas de figure parentale du tout. N'est-il pas un enfant placé? La femme qui vient le voir à la cérémonie, une travailleuse sociale? Ce qui pourrait expliquer son manque de proximité avec elle. Quoi qu'il en soit, en écoutant les confidences de Russell, le héros comprend sa chance. Il a connu l'amour fou, là où son compagnon ne s'est jamais vraiment senti aimé. Les deux personnages vont peu à peu apprendre à s'apprivoiser et se comprendre, rapprochés par le voyage. Sur le chemin, ils vont rencontrer deux compagnons qui vont accélérer ce rapprochement. Tout d'abord, le chien Doug, capable de parler. Russell l'apprivoise tout de suite alors qu'il effraie Carl. Petit clin d'œil peut-être au rapport à la technologie de chaque génération. La présence de Doug aide cependant les deux personnages à communiquer. Puis il y a Kevin, ou plutôt Kevina. Elle est une mère qui cherche ses petits, une quête qui fait écho à celle des héros. C'est en l'aidant que Carl et Russell vont plonger au cœur de dangereuses péripéties. Ils retrouvent en effet Charles Moons, qui poursuit une traque fanatique. Son visage est devenu squelettique en forme de tête de mort, ce qui dénote avec celle qu'il avait dans l'introduction du film. Comme Carl, l'antagoniste est demeuré accroché trop longtemps au passé et a laissé ses rêves le consumer. Pour l'un, c'est sa maison, pour l'autre, un oiseau, un objet ou un animal qui, bien que beau et coloré, les empêche d'avancer, d'évoluer. Dans son combat avec l'aventurier, Carl va être confronté à plusieurs reprises à des choix décisifs entre sa maison et les êtres qui l'entourent, entre des pierres chargées de souvenirs et des vivants chargés de promesses. Une première fois au début du film, lors de la tempête, il avait davantage protégé sa maison et ses meubles que Russell, alors que le jeune garçon aurait pu chuter.
Il avait été sauvé par la fermeture in extremis de la porte. Petit coup de pouce du destin, ou d'Ellie. Un peu plus tard, le simple fait de couper quelques fils de ballon est un déchirement pour Carl. C'est comme accepter d'abandonner certains souvenirs d'Ellie. La deuxième fois, il abandonne Kevin pour protéger sa maison des flammes. Le voyant abandonner un animal blessé, Russell jette ses badges, écœuré. On peut y voir la réaction qu'Ellie aurait sans doute eue à sa place, elle qui aimait tant les animaux. Le vieil homme cède alors à la déprime, s'assoit et préfère s'abandonner au souvenir d'un livre plutôt que de vivre l'aventure dont il a tant rêvé. Pour permettre à sa maison de s'envoler à nouveau, Carl sera cependant forcé de jeter certaines affaires qui alourdissent l'ensemble, notamment le canapé, celui où il restait assis en s'imaginant la présence perdue d'Ellie, comme pour signifier que cette fois, Carl ne restera plus assis, il est debout désormais. Lorsque le choix se présentera à nouveau, Carl choisira enfin les vivants à sa maison. Il la laisse s'en aller et accepte en même temps le départ d'Ellie. Son deuil ne s'achèvera jamais complètement mais laisse désormais la place à autre chose. Carl accepte de se tourner vers la suite, de lire et comprendre le message que sa femme lui a laissé avant de partir. La nouvelle aventure qui l'attend d'abord, c'est celle avec Russell. Après avoir vaincu Charles, les deux comprennent à quel point ils comptent l'un pour l'autre. Ils apprennent à construire un lien fort. Tous deux, ils portent des lunettes rondes d'explorateurs montrant qu'ensemble, ils ont réappris à rêver. Carl accepte de jouer le rôle paternel que cherche Russell. Il se rend à sa cérémonie de récompense et lui offre le badge d'Ellie, magnifique symbole de transmission. Et en même temps qu'il comble le vide sur la chemise du garçon, il comble le vide laissé dans son cœur par l'enfant, qu'il n'a jamais vu grandir. Puis ils sortent manger des glaces en comptant les voitures, comme le souhaitait Russell depuis si longtemps. Un plan nous montre la maison posée sur les chutes du paradis, comme sur le dessin qu'avait fait Ellie, enfant. Nous comprenons qu'elle repose en paix, qu'elle a achevé le voyage jadis promis par Carl. Puis les pages d'aventure du carnet se tournent, colorées et vivantes, enfin remplies. Des sourires, des moments simples partagés avec des personnes aimées. Une nouvelle aventure de vie.